Apparue dès le XVIe siècle dans la critique littéraire, la notion de genre s'est étendue à la peinture durant le siècle suivant, pour perdurer jusqu'au XIXe, en désignant toute œuvre sans ambition allégorique, mythologique, historique ou religieuse, le paysage étant classé à part. Le terme on ne peut plus approximatif de scène de genre servit à ranger dans une même catégorie aliénante les intérieurs de tavernes et les natures mortes en passant par les portraits. Nous nous en tiendrons à sa définition courante actuelle, en ignorant son caractère devenu péjoratif, pour faire défiler sous vos yeux quelques merveilles peintes. L'un des précurseurs de la scène de genre est sans conteste Jan van Eyck, avec ses fabuleux intérieurs d'église, dont son triptyque de Dresde, ou encore son mythique double portrait des époux Arnolfini. Autres précurseurs incontournables, les frères de Limbourg et leurs très riches œuvres du duc de Berry, qui sont un extraordinaire témoignage sur l'architecture et la vie sociale de l'époque médiévale. Un siècle plus tard, le monogrammiste de Brunswick ouvre la voie moins à la scène de genre qu'à la représentation de multiples personnages dans un paysage ultra détaillé. Sans ce novateur, pas de Bruegel. Le moins célèbre des tableaux de ce peintre contient tous les ingrédients qui feront la scène de genre, des personnages rassemblés pour un événement souvent anecdotique de la vie domestique. Plus encore que Bruegel, cet artiste anversois est le chaînon manquant. Ces scènes de cuisine ou de marché ont favorisé aussi bien le développement des scènes de genre que des natures mortes en Europe. Cet autre anversois, mais de l'époque baroque, ce qui n'est pas évident au vu des influences de sa peinture, s'était fait une spécialité des représentations malicieuses de la vie quotidienne. Vous avez sous les yeux un jeu de primes, ancêtre du poker. Accessoirement, une réinterprétation de la parabole du fils prodigue sous la forme d'un tout jeune homme qui va être dépouillé par des tricheurs. Louis le Nain, ou peut-être son frère Antoine, voire même les deux, dans la mesure où leurs œuvres n'ont été signées que tardivement et de leur seul nom de famille. Les experts en perdent encore le nord. Voilà l'un des héritiers les plus intéressants de Bruegel l'Ancien, spécialisé dans les intérieurs de tavernes que nous évoquions en début d'émission. Son ironie douce amère et ses clairs-obscurs y font merveille. Cette scène de genre à 3 personnages offre l'avantage d'être un Vermeer peu célébré. On peut d'ailleurs douter que tout y soit de son pinceau. Le 3e personnage, eh bien c'est vous. Celui-là étudia la peinture auprès de l'élève préféré de Rembrandt. Malgré son abondante production picturale, il trouva le temps d'officier comme contrôleur de houblon pour les brasseurs d'Amsterdam. Aussi appelée Dame variant ses amusements, cette serinette est l'une des fiertés du Louvre. Plus personne n'ose remettre en cause Chardin, le génie qui explora tous les mystères de la banalité. Les blanchisseuses ou les lavandières, voilà un thème des scènes de genre qui fit florès au XVIIIe siècle. On peut dire de cette version qu'elle révèle l'admiration que Greuze vouait à Rembrandt et à Chardin. Waldmüller est un grand représentant de la période Biedermeier et un maître des scènes de genre. S'il n'est pas mieux connu chez nous, c'est qu'il fut, à son insu, bien entendu, l'un des artistes préférés d'Adolphe H. L'appellation scène de genre s'applique de nos jours avec une bonne dose de condescendance pour marquer certaines œuvres au fer rouge ou les livrer au mépris populaire. Il n'y a pourtant pas en peinture de sujets qui seraient nobles, tandis que d'autres mériteraient d'être qualifiés de vulgaires. Alors ne m'en veuillez pas d'évoquer une fois encore le discours de Stockholm d'Albert Camus et son rêve d'un monde où ne régnerait plus le juge, mais l'artisan et l'artiste créateur.